Merci Mickaël. Vous pensiez que ruralité et école n'allaient pas ensemble, et bien pourtant au cours Clovis on a réussi aussi à intégrer l'excellence dans les milieux ruraux. Évidemment que c'est possible, on en parle tout de suite. Je suis ravie d'accueillir Pierre-François Chanu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le Grand JT d'éducation. Vous êtes le directeur du cours Clovis. Il s'agit d'un collège situé à La Fère, dans l'Aisne. Un collège qui a été créé en septembre 2017 pour développer une pédagogie adaptée aux défis éducatifs des milieux ruraux. Déjà, rien que de dire cela, ça implique qu'il y a un fameux défi. C'est quand même dingue d'en arriver là. Pourquoi il y a ce défi dans la ruralité ? Alors le cours Clovis s'est installé donc dans ce territoire parce qu'il était justement symptomatique en gros il concentrait en gros les problèmes de la ruralité qui étaient en tout cas à l'affaire de 50% de chômage des jeunes, un décrochage scolaire énorme à 40% à peu près. Donc voilà, c'est déjà ces défis-là. Oui, j'imagine, ils sont nombreux. Quels sont les professeurs qui ont accepté de vous rejoindre justement ? Alors, nous sommes une équipe de 4 enseignants de collège plus moi et 2 institutrices. D'accord. Et vous avez choisi... Alors, ils viennent d'un peu... il y a des professeurs qui ont une expérience dans l'éducation nationale, d'autres qui ont une expérience dans des écoles hors contrat, d'autres qui sont qui ont complètement changé d'orientation. Il y a notre professeur de maths qui était un ingénieur avant. Voilà. Plusieurs profils différents. Ce sont des profils, des professeurs qui sont touchés par cette thématique de la ruralité ou pas forcément, ou qui juste ont été touchés par votre projet en lui-même ? Les deux, en fait, l'un fait partie de l'autre. Oui, les professeurs sont touchés par ces défis qui concernent la France rurale. Et puis, sont tombés amoureux du projet pédagogique que l'on propose, notamment de cette double casquette qu'ils ont, enseignants et éducateurs. Voilà, ils sont enseignants, ils transmettent un savoir, mais ils sont aussi éducateurs. Voilà, ça c'est très important pour eux. Vous avez choisi La Fère, c'est une ville qui comptait à l'époque 47% de chômage des jeunes et 37% de décrochage scolaire, ce qui est énorme. Est-ce que déjà en 5 ans, puisque c'est né en 2017 ce joli projet des cours Clovis, est-ce qu'on peut voir les effets qu'a votre établissement sur le décrochage scolaire dont vous parlez ? Alors, on peut voir les effets que notre école a sur les élèves qui nous sont confiés, ça c'est certain. Nous proposons un suivi très personnalisé. Nous travaillons avec les familles beaucoup. C'est primordial dans notre pédagogie. Et donc, nous accompagnons les élèves de leur inscription jusqu'à la fin de la 3e. En luttant du coup contre ce décrochage-là. Vous dites avec les familles parce que souvent vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de suivi à la maison. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas initialement de suivi réel sur les études. Alors, pas tout le temps, mais la plupart des parents qui veulent inscrire leur enfant chez nous sont des parents qui ont une inquiétude pédagogique, éducative pour leur enfant. Donc ce ne sont pas des parents qui sont démissionnaires, ce sont parfois des parents en tout cas qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'outils et surtout qui ont besoin d'écoute. Nous, on travaille beaucoup dans la confiance et notre plus-value dans cette relation, c'est vraiment la confiance, le fait de travailler en équipe avec les familles. Ça, c'est vraiment important. Quel regard porte l'éducation nationale sur votre projet ? Alors l'éducation nationale c'est très vaste. En tout cas localement on est plutôt bien perçu. En tout cas nous on le souhaite et on souhaite surtout nous intégrer dans le paysage éducatif local. Et travailler avec les établissements du coin, de La Fère et puis des quelques villages aussi d'où viennent nos élèves. Alors justement, on va détailler quand même ce projet et après on partira un peu plus loin sur effectivement l'école et la ruralité de manière générale. Mais j'aimerais juste comprendre 2-3 petites choses de mécanisme d'une journée type. Déjà, le matin, les élèves arrivent tous avec le même uniforme. Pourquoi ? Enfin, avec un uniforme. Oui, avec l'uniforme, tout à fait. Donc c'est un polo blanc, un sweat bleu et un pantalon gris. Alors c'est très important pour nous parce que nous proposons un cadre apaisé.
Ça, c'est vraiment primordial. Beaucoup d'élèves sont arrivés chez nous des suites de harcèlement scolaire. Et quand je dis beaucoup, c'est vraiment une proportion assez élevée. Et donc, l'uniforme est un outil pédagogique qui permet aussi de développer un esprit commun, un esprit de groupe, et qui permet aussi de limiter tout ce qui est, rivalité des marques d'habits différemment, de la mode, etc. Donc voilà, c'est vraiment un outil apaisant. Et puis ça permet aussi aux élèves de montrer ce qu'ils sont, la différence qu'ils ont dans ce qu'ils sont et pas dans ce qu'ils portent. Voilà, ça c'est très important. Vous dites que des enfants sont arrivés, beaucoup étaient en état de harcèlement avant. Pourquoi avoir choisi les cours Clovis? Parce que vous mettez un point d'orgue justement sur ce sujet, à pouvoir être attentif à cela? Oui, tout à fait. Vraiment, le cadre apaisé fait partie de notre socle. Quand il y a conflit entre élèves, quand il y a dispute, nous réglons toujours avec les parents, avec les deux familles, et jamais en accusant les parents, jamais en convoquant les parents. On convoque l'élève avec les parents. Ça, c'est très important. Mais voilà, la violence à l'école est évidemment proscrite. Et le cadre apaisé est la base sans laquelle notre pédagogie ne peut pas s'appliquer. En fait, vous faites un boulot bien plus loin que le boulot des études classiques, puisque vous allez aussi éduquer les parents en leur permettant d'apprendre à parler avec les enfants. C'est formidable, ça, pour la France entière. Donc, je reviens sur la journée type. Chaque journée se déroule de la même manière. Le matin, à 8h45, eh bien, les élèves écoutent le mot du directeur. Et vous êtes le directeur. Vous leur dites quoi tous les matins ? Alors, on a un thème, chaque semaine, il y a un thème. En fait, il y a une règle du cours Clovis qui possède 10 articles. Et chaque semaine, un article est mis à l'honneur, un article particulier. Et donc, moi, le lundi, j'annonce l'article de la semaine. Comme quoi, par exemple ? Une équipe d'élèves est chargée de préparer des efforts pour chaque jour de la semaine en rapport avec cet article. Alors, comme quoi, par exemple ouais. Cette semaine, typiquement, l'article, c'était « L'élève du cours Clovis est curieux, il s'intéresse aux autres et à tout ce qui l'entoure ». Et donc, l'équipe, c'était l'équipe Marie Curie, bref, c'est un détail, mais une équipe d'élèves s'est chargée de trouver tous les jours un effort. Donc il y avait par exemple essayer de faire l'effort de s'intéresser dans les cours qui nous posent plus de difficultés, essayer de s'intéresser aux élèves qui peut-être sont un peu plus seuls que les autres en récréation, des choses comme ça. Ça marche aussi pour les professeurs ? Pardon ? Ça marche aussi pour les professeurs cet article, non ? Parce que essayer de s'intéresser à l'autre. Ah oui, tout à fait. Mais heureusement pour nous, ils n'ont pas besoin d'efforts du jour pour s'y atteler tous les jours. Alors le matin, il y a français et maths. L'après-midi, histoire, sciences et ateliers avec la méthode Montessori, c'est ça ? Alors ça, c'est pour le primaire, oui, tout à fait. D'accord. Et le tout en petit effectif, combien d'élèves par classe en primaire ? Alors, en primaire et en collège, c'est 15 élèves par classe maximum. D'accord. Sur le papier, effectivement, ça fait rêver. Hein. Franchement, même moi, j'ai envie de recommencer mes études quand vous discutez. En plus, vous avez l'air extrêmement sympathique. Franchement, avec votre équipe de rêve. Mais il faut pouvoir avoir le budget pour cela. Comment vous faites pour les petites écoles? Et en ruralité, on sait combien c'est difficile. Oui, tout à fait. Alors... les parents payent une partie de la scolarisation, une partie assez faible de la scolarisation, et nous faisons en sorte que le coût des familles ne soit jamais un frein. Ça veut dire qu'on peut tout à fait adapter le prix aux familles. Et le reste de la scolarité est payé par des dons qui sont faits à l'association de gestion de l'école ou à la Fondation Excellence Ruralité, qui sont faits par des entreprises, par des fondations, par des privés, etc., qui s'intéressent au projet et qui trouvent le projet intéressant. Mais comment vous jaugez les prix par famille? C'est-à-dire que chaque famille vient avec ses possibilités et en fait, vous discutez avec eux de ce qu'ils peuvent financer? Alors, jusqu'à aujourd'hui, on avait un tarif fixe pour tout le monde, avec négociation possible avec les familles quand les familles nous rapportaient un problème financier particulier. Nous sommes en train de réfléchir à un nouveau système pour l'année prochaine. Enfin, je dis nous, moi je suis le directeur pédagogique, donc c'est plutôt l'association qui réfléchit à faire un tarif sur quotient familial, voilà, pour que les familles qui ont vraiment besoin de tarifs plus légers puissent en bénéficier.
Vous proposez un primaire, je cite, exigeant et personnalisé et un collège apaisé. Vous l'avez dit plusieurs fois et je l'ai entendu. On arrive à la fin de cette campagne présidentielle. Enfin, à la fin. On n'est pas encore à la fin. On n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Mais beaucoup de candidats ont parlé d'éducation. C'est devenu le sujet phare, l'éducation. On est bien heureux ici à School TV qu'on prenne, non pas enfin, parce qu'on a toujours pris ce sujet au sérieux. Mais enfin, quand même, il revient très très souvent dans le débat. Certains disent qu'il faut favoriser justement ces savoirs fondamentaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, les savoirs fondamentaux, oui, sont primordiaux. Les compétences en mathématiques, en français, en fait, ce sont tous les outils qui vont permettre à nos élèves de vivre en adulte libre. C'est le plus important dans ce que nous avons à transmettre. Avec en plus, évidemment, tout ce qui est savoir-être qu'on transmet par tous ces moments éducatifs que nous privilégions nous à l'école, qui sont les temps de déjeuner avec les professeurs, les temps de jeux de récréation avec les professeurs, etc. Mais le savoir, les matières fondamentales sont le socle sur lequel va se construire cette vie d'adulte et cette liberté de cette vie d'adulte que vont construire nos élèves. Alors pour élargir le sujet, puisque c'est notre question du jour, évidemment on est très heureux de mettre à l'honneur le cours Clovis, mais c'est aussi une façon de parler de ce rapport à l'école et à la ruralité, aux zones un peu plus retirées. En janvier 2022, le fondateur du cours Clovis, Jean-Baptiste Nouélac, a publié un livre qui s'appelle « Excellence Ruralité », qui a tiré des conclusions justement de cet établissement pilote. Quelles sont-elles ces conclusions ? Pardon, les conclusions du livre de M. Nouélac ? Oui, du rapport en fait, exactement. Alors là, comme ça, je ne parlerai pas à sa place. J'avoue que je ne saurais pas trop vous répondre à l'échelle nationale. En tout cas, moi, à l'échelle de notre école, nous avons ressenti le besoin dans l'école de cette relation famille dont je vous parlais, de ce côté éducatif des enseignants et de tous ces moments de valorisation hors classe dont les enfants ont besoin, parce que les savoirs fondamentaux sont primordiaux évidemment, mais les intelligences sont multiples et il y a beaucoup d'enfants qu'on a reçus aussi qui avaient développé certaines phobies scolaires parce qu'en fait, n'entrant pas dans les cases, s'étaient convaincus eux-mêmes qu'ils n'étaient pas intelligents alors que leur intelligence était juste différente ou sur d'autres sujets. Mais est-ce que selon vous, c'est lié à l'image que l'enseignement, la scolarité finalement, donne à la ruralité ? Est-ce qu'il y a un lien avec ça ? Excusez-moi, ça a coupé un peu au début. Est-ce que selon vous, en fait, vous parliez de ces enfants qui étaient en décrochage, qui étaient angoissés, qui présentaient des phobies, est-ce que c'est lié finalement à cette image qu'on pourrait avoir, qui bien évidemment est fausse, mais qu'on pourrait avoir de l'école avec la ruralité, des laissés pour compte en fait ? Je ne sais pas. Moi, je vous parle de ce que j'ai vu, en tout cas à l'affaire. Il est sûr que les enfants de nos territoires manquent de valorisation culturelle, par exemple. Manque de valorisation en général, mais notamment culturelle. Les enfants issus de nos territoires et de l'affaire, moi je parle de l'affaire en particulier, ne se reconnaissent jamais dans ce qu'ils peuvent voir à la télé, dans ce qu'ils peuvent voir sur Internet. Donc ça c'est sûr que ça leur donne une image, une mauvaise image d'eux-mêmes, ça c'est sûr. Vous nous parliez tout à l'heure du nombre d'élèves par classe qui est forcément faible et qui permet de proposer l'enseignement que vous proposez. Ça veut dire que pour avoir une école comme la vôtre, on est obligé de limiter, de refuser des élèves ? Alors, pour notre pédagogie, oui, la limite de 15 élèves est vraiment... alors je dis 15, entre 15 et 18, hein, mais au-dessus, notre pédagogie ne peut plus s'appliquer parce que justement, on applique un suivi très personnalisé avec les élèves comme avec les familles et ça demande un temps certain à nos enseignants et à moi-même et puis une disponibilité, une grande disponibilité. Et donc, avec plus d'élèves, ce n'est pas possible. Et comment est-ce que vous choisissez justement si vous avez dû être amené à refuser des élèves ? Alors, pour l'instant, non, mais ça se profile pour l'année prochaine, j'allais dire malheureusement, même si ça montre que nous sommes très demandés. Alors, la sélection, elle est compliquée, ça c'est certain. Elle se fait, premièrement, sur la volonté des familles et le projet qu'ils ont pour leur enfant. Elle ne se fait ni sur le niveau, ni sur les finances, bien évidemment, mais c'est vraiment sur le projet des parents qu'ils ont pour leurs enfants.
Vous parliez tout à l'heure effectivement de l'image, que la non-représentation finalement de la ruralité à la télévision ou ailleurs, et je le regrette comme vous. L'institution scolaire a une vision très construite de la ruralité, avec l'idée justement qu'il y a un manque cruel d'activités périscolaires, culturelles, sportives. Or, on se rend compte finalement dans toutes les différents rapports que c'est le contraire qui s'organise, mais c'est le contraire souvent non pas par l'institution, non pas par le ministère ou le gouvernement, mais par en fait les différents acteurs locaux qui sont très présents sur le terrain. Est-ce une réalité que vous voyez toujours au quotidien? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup d'acteurs locaux qui font un travail formidable, avec quand même, je constate moi que à l'échelle de l'affaire, beaucoup d'enfants malheureusement sont un peu désœuvrés. Il y a pas grand-chose en termes d'infrastructure. Et donc les enfants, il y a un des passe-temps primordiaux, malheureusement, c'est d'être assis à l'arrêt de bus avec un téléphone ou des cigarettes et puis passer l'après-midi là, quoi. Donc ça, c'est vrai que vous leur proposez autre chose aussi? Il y a des activités périscolaires autour à l'affaire? Oui, tout à fait. Alors, on fait certains professeurs organisent des soirées. Donc, on fait des soirées pizza film, on fait des soirées. Alors, tout ça, c'est vraiment extrascolaire, mais on a le professeur de mathématiques, avec son épouse qui emmène les élèves écouter le Brame du Cerf en automne. On a une sortie aussi d'une semaine en fin d'année en Normandie avec les élèves de 3e. Voilà, on essaye de mettre en place plusieurs choses comme ça. Et beaucoup de sujets, évidemment, qui sont très présents au sein de l'enseignement de manière générale, que ce soit enseignement général ou en filière technique ou technologique, peu importe, mais c'est l'idée aussi de pouvoir être dans l'actualité, plonger dans le quotidien. Vous prenez, j'imagine aussi, cette ruralité que vous voulez forte, que vous voulez intelligente et efficace pour vos élèves. Est-ce que vous avez aussi tous ces cours d'enseignement que vous dispensez en parallèle pour les cultiver, les éduquer aussi à décrypter l'information, par exemple? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on essaye une fois par période, dans le cadre du cours d'EMC, mais on essaye de transmettre cette connaissance du monde numérique, de l'information, pour permettre justement aux élèves d'être vraiment libres et de ne pas, dans ce monde où l'information est omniprésente, de ne pas gober tout ce qui passe et d'apprendre surtout à avoir le sens critique sur ces informations et à faire son opinion, à vérifier les sources, etc. Parce que les adolescents d'aujourd'hui, mais là je pense que ce n'est pas propre à la ruralité, sont très sensibles aux fake news et à tout ce qui peut traîner sur Internet et autres. Justement, alors il y a eu un plan ENR, l'école numérique rurale, qui a été mise en place. Certains disent ce fameux plan a entraîné une double fracture numérique, notamment pour les écoles justement qui étaient dotées d'appareils numériques et pour celles qui ne l'étaient pas. Vous le voyez aujourd'hui aussi avec vos familles, pour certains effectivement qui ont accès à ces écrans, à ces téléphones, à Internet et d'autres beaucoup moins. Alors nous, on essaye vraiment d'offrir une pédagogie et surtout un enseignement qui est équitable pour tous et donc qui permet aussi aux familles qui n'ont pas accès au numérique ou qui ont moins accès de pouvoir avancer comme les autres. Donc on travaille beaucoup à l'écrit, on recherche beaucoup dans les livres, dans les dictionnaires, on fait moins appel au numérique dans le travail personnel à la maison. Là où ça s'est vraiment senti en revanche, c'est dans le confinement, où là, on avait besoin de l'outil numérique pour transmettre du travail, etc. Et on a eu des familles où c'était beaucoup plus difficile, où il fallait du coup que les profs se déplacent, donnent le travail dans les boîtes aux lettres, ou que les parents viennent chercher dans les boîtes aux lettres, etc. Parce qu'il manquait d'outils numériques. Ça, au confinement, ça a vraiment posé problème. Mais vous avez vu une solidarité énorme, j'imagine, au sein des familles et des villages? Oui, on essaye en tout cas de développer ça parce que c'est aussi très important, cette idée de communauté scolaire. Donc on a des temps aussi dans l'année où on regroupe les familles, soit pour des temps festifs comme le barbecue de rentrée, où là tous les nouveaux parents et les anciens parents et le corps professoral se regroupent pour passer la première journée d'école à un moment festif. Évidemment la kermesse avec le barbecue de fin d'année, mais on a aussi tous les moments de formation en commun. On propose régulièrement, alors avec une petite parenthèse Covid récemment, mais on remet ça en route maintenant, ce qu'on appelle des cafés des parents et des soirées d'éducation. Donc on fait venir des intervenants à l'école sur des sujets précis, comme justement les dangers des écrans pour les plus jeunes ou l'utilisation des écrans pour les plus grands, sur
la discipline positive, comment régler des conflits en famille, etc., etc. Et le corps professoral et les parents sont formés lors de ces conférences ensemble sur ces sujets-là. Et ça, c'est très important pour nous parce que nous formons une communauté éducative, quoi. Et justement, cette communauté, est-ce qu'elle va s'étendre? Il y aura d'autres projets de cours Clovis ailleurs, en France? Alors oui, la Fondation Excellence Ruralité a plusieurs projets. Moi, étant le directeur pédagogique du cours Clovis en lui-même, je ne saurais pas vous dire précisément. Oui. Oui, il y a d'autres projets, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, merci mille fois d'avoir été avec nous, Pierre-François Chanu. C'était très intéressant. Moi, j'aimerais bien participer au barbecue de rentrée. J'adore, je trouve ça extrêmement sympathique. Avec joie. Merci mille fois. Je rappelle que vous êtes le directeur du cours Clovis, situé à La Fère, dans l'Aisne. Bon vent au cours Clovis.